Identité électronique, je vous prie de excuser ce retard, ce petit problème technique. On a eu déjà tout prêt et j'ai voulu changer encore un petit détail, ce qui m'a créé ce problème. Mais nous allons commencer maintenant avec à toute vitesse. Je commence à montrer mes slides à vous. Une seconde, j'espère que ça va marcher comme prévu. C'est bon? Non? Ah, c'est vraiment un peu compliqué. Cet après-midi, à 2 heures, ça a tout marché en allemand, mais maintenant en français, j'ai quelques problèmes. Attendez, j'essaie de changer l'écran. Tu peux m'aider? Je vous prie de excuser encore un petit retard. Mon collègue Philippe va essayer de résoudre ce problème pendant ce moment. Je vais déjà commencer avec mes remarques préliminaires. Donc, ce cours d'introduction, c'est la deuxième fois que l'on fait. On a fait une première session déjà en avril et nous allons sûrement répéter une autre fois, encore une fois. Le but, c'est de de faire une introduction générale pour les principes basiques et le contexte de l'identité électronique et aussi la infrastructure de confiance que la Confédération est en train de préparer pour vous. Cette introduction est ciblée pour des personnes qui n'ont pas encore des connaissances ou peu de connaissances sur ces affaires. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Celles-ci seront abordées ou sont abordées ailleurs. Nous avons des réunions de participation normalement le premier jeudi du mois, comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on fait ces cours d'introduction, la réunion de participation normale. Aussi, sur GitHub, c'est une plateforme de discussion. On aborde plein de questions techniques avec la communauté. Vous êtes tous bienvenus d'y participer aussi. Et on a déjà créé un tas de groupes de travail pour travailler sur des questions plus spécifiques. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, vous pouvez me contacter après cette session et je vais essayer de vous guider dans la bonne direction. Alors, naturellement, aujourd'hui, je vais faire principalement un monologue, mais je suis très heureux d'être interrompu par vous. Vous pouvez le faire par microphone ou chat. Le chat est managé par mon collègue Philippe Lorenz. Il va essayer de vous répondre à vos questions au fur et à mesure. S'il y a des questions très importantes, je peux aussi les répondre encore ici verbalement. Nous allons enregistrer ce cours et le publier plus tard sur YouTube. Au moins, ça c'est l'idée. On va voir si avec toutes ces questions techniques au début, on va le publier même. De toute manière, je vous encourage aussi de faire des commentaires, soit sur cette session, soit sur d'autres activités en général, par email, par téléphone. Nous sommes tous ici pour améliorer les choses. Donc, ce sont mes remarques préliminaires, mais maintenant, je vais vraiment commencer avec l'identité électronique. La session est structurée par les points les suivants. Tout d'abord, j'aimerais vous répondre à la question on veut lancer une identité électronique. Pourquoi la Suisse a besoin d'une infrastructure de confiance? Ensuite, d'une manière un peu plus concrète, qu'est-ce que c'est cette identité électronique et comment elle fonctionne sur un plan des principes.
Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, on ne parle pas seulement de l'identité électronique, mais aussi de cette infrastructure de confiance. Je vais vous expliquer un peu en détail de quoi il s'agit. Aussi, dans ce contexte, le terme écosystème est assez important. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est cet écosystème. Ensuite, je vais vous faire quelques commentaires sur le processus politique et je vais finaliser avec des références où vous pouvez trouver encore d'autres informations ou même participer. Comme je l'ai déjà mentionné, vous êtes toujours les bienvenus pour poser des questions au fur et à mesure à la fin. J'espère qu'il y aura encore un peu de temps pour un petit débat. J'espère que cet agenda correspond plus ou moins à vos expectations et je commence donc avec la grande question. Pourquoi? Peut-être vous connaissez déjà ce petit dessin, il a déjà un certain âge, du New Yorker, où il y a deux chiens qui se parlent et se disent sur l'Internet, personne ne sait que toi, tu es un chien. On a aujourd'hui aussi une version un peu plus moderne où de bots le dit la même chose. Donc, en fait, le problème tout d'abord qu'on aimerait résoudre avec l'identité électronique est justement de pouvoir éviter une situation comme sur ces dessins. Avec une identité électronique, vous pouvez prouver avec des preuves étatiques fournies par la Confédération que c'est vraiment vous qui êtes en train d'interagir sur l'Internet avec un tiers. Alors, ça en soi, c'est intéressant, mais peut-être pas très utile. On a besoin d'une identité électronique quand on veut résoudre quelque chose. Par exemple, quand on est en train d'interagir avec des autorités publiques ou aussi avec des entreprises dans des processus, des achats, des demandes et d'autres. Et pour pouvoir faire cela sans rupture de médias, donc sans nécessité de, à la fin, encore imprimer quelque chose, le signer et l'envoyer par poste, un office. Avec l'identité électronique, vous pouvez faire tout ça sans rupture des médias. Ça, c'est au fin des comptes l'idée de l'identité électronique qu'on est en train d'établir. Donc, on veut permettre des gains d'efficacité et aussi de permettre une innovation pour de nouveaux produits, processus, services. Ça, c'est le pourquoi. Alors, l'identité électronique, c'est quoi? D'une manière assez simple, on peut dire que l'identité électronique est la forme numérique de la carte d'identité, du passeport ou de la carte de séjour. Avec ces trois documents, je vous donne aussi déjà une idée qui est éligible pour une identité électronique. Naturellement, ce sont tous les Suisses qui peuvent obtenir une identité électronique, mais aussi des étrangers qui ont une carte de séjour émise par une autorité suisse. Je dois faire un petit commentaire en plus. La carte d'identité et le passeport, en particulier le passeport, on l'utilise principalement dans des voyages internationaux. Alors, l'identité électronique que je vous présente, pour le moment, va être utilisable seulement en Suisse. Ce n'est pas, ou au moins pas encore, aussi un document de voyage, mais à long terme, c'est clairement l'idée qu'on ne crée pas une solution helvétique, mais oui, une identité électronique qui est aussi utilisable, présentable à l'étranger, tout d'abord en Union européenne et pourquoi pas aussi ailleurs. Mais ceci va nécessiter encore des travaux de standardisation, probablement aussi des accords internationaux. Et au moins, au moment du lancement,
très probablement, ça ne serait pas encore le cas. Donc, pour le moment, on parle de l'identité électronique de la Suisse pour la Suisse. L'identité électronique est facultative, comme tous les documents des autorités suisses. Vous n'êtes pas obligé de vous promener avec un passeport ou une carte d'identité en Suisse. Il est pratique, oui, mais il n'est pas obligatoire. Et dans le même sens, l'identité électronique est facultative. Tout le monde qui veut obtenir une identité électronique et qui correspond aux critères que j'ai mentionnés peut le faire, mais personne n'est obligé. L'identité électronique, comme nous sommes maintenant en train de la préparer, va provenir de l'État. C'est la Confédération qui est l'émetteur de cette identité électronique. Je vais parler encore un peu plus en détail sur ça, mais il est vraiment très important de savoir l'identité électronique comme le passeport, comme la carte de séjour, comme l'identité électronique provient de l'État. Des organisations ou des entreprises privées ne sont pas impliquées dans ce processus. Une bonne nouvelle, l'identité électronique devrait être gratuite, au moins ça c'est la proposition du Conseil fédéral. On va voir si le Parlement est d'accord avec cette idée, mais en principe elle est gratuite. Naturellement, la personne doit avoir déjà un passeport, une carte d'identité pour ces documents. Un émoulement est dû. L'identité électronique sera sauvegardée et présentée directement depuis votre téléphone portable. Donc, il est nécessaire d'avoir un tel appareil. Mais on imagine que tout le monde qui veut utiliser ce genre de service a déjà un smartphone. Comme je l'ai déjà mentionné, l'identité électronique n'est pas un but en soi. L'identité électronique devrait permettre d'obtenir des services sans rupture de médias avec d'autres autorités publiques, mais aussi avec des entreprises, des associations, des organisations privées en général. Je vais vous présenter d'ici peu les grandes lignes de l'architecture de cette infrastructure. Le Conseil fédéral a choisi une architecture qui favorise votre privacité, qui vous donne le maximum du contrôle sur vos données et qui permet aussi vous pouvez partager seulement une certaine vous pouvez limiter le partage de vos données. On dit aussi que l'identité électronique est peu gourmande en données. On essaye vraiment de protéger votre privacité avec cette architecture, avec cette infrastructure de confiance. Principalement, l'identité électronique est faite pour les interactions, les transactions sur l'Internet, mais on peut envisager aussi des cas où on peut la présenter dans le monde analogique. Par exemple, quand vous faites des achats des boissons alcooliques ou si vous avez besoin de prouver votre âge dans un certain contexte. Alors, avec ceci, je crois que vous avez déjà un peu une idée de quoi il s'agit quand on parle de cette identité électronique. Maintenant, je vais vous parler du fonctionnement un peu plus technique. Et avant de le faire, j'aimerais parler comment aujourd'hui le cycle de confiance de la carte d'identité analogique fonctionne. On a un émetteur, c'est l'Office fédéral de police qui émet et vous le savez bien, c'est une carte de plastique qui normalement arrive ensuite dans le porte-monnaie du titulaire.
la carte d'identité est dans le porte-monnaie, elle est bien protégée, personne n'a accès à ces informations. C'est une affaire, disons, assez privée. Quand une personne a besoin ou veut se présenter, s'identifier avec sa carte d'identité, elle peut la présenter, elle la sort du porte-monnaie et le vérificateur, le tiers, normalement fait un contrôle visuel du document. Si c'est un vérificateur sophistiqué, il a peut-être aussi un appareil pour faire encore des contrôles plus techniques, comme avec la lumière UV ou d'autres éléments de sécurité qui font partie de ces documents. Entre le vérificateur et l'émetteur, il n'y a pas un lien direct. Le vérificateur fait confiance dans l'affaire en vérifiant les encres de sécurité, les éléments de sécurité qui font partie du document. Alors, ce que je viens vous raconter, c'est vraiment rien de nouveau. La chose que moi je trouve assez agréable, c'est que maintenant pour l'identité électronique, on a plus ou moins le même mécanisme. De nouveau, nous avons l'émetteur, c'est aussi l'Office fédéral de police, mais cette fois-ci, ce n'est pas une carte plastique qui est émise par FedPol, c'est l'identité électronique. D'une manière un peu plus technique, on pourrait dire que l'identité électronique, c'est un petit colis de données avec votre nom, votre prénom, la date de naissance et d'autres attributs. Ces attributs sont signés par FedPol pour permettre la vérification. Alors, dans le moment de l'émission de l'identité électronique, elle sort chez FedPol et elle arrive chez le titulaire dans son portefeuille électronique. Une fois arrivé dans le portefeuille électronique, ce colis, ce paquet de données, il reste, il est bien gardé, personne n'a accès, c'est de nouveau, disons, une affaire privée. Mais dans le moment où le titulaire veut s'identifier à un tiers, il peut présenter sa identité électronique, son identité électronique. Cette fois-ci, la vérification ne se déroule pas d'une manière visuelle, mais d'une manière technique, d'une manière cryptographique. Parce que le vérificateur va obtenir ce colis de données, y inclut les signatures qui ont été faites par l'émetteur, dans le cas de l'identité électronique FedPol, et le vérificateur ensuite va vérifier si ces signatures sont les signatures correctes. Ceci, il ne le fait pas en contactant l'émetteur, non, il va se référer au registre où ces signatures sont déposées par l'émetteur au début du processus. Donc, comme dans le cas analogique, nous n'avons pas une communication entre le vérificateur et l'émetteur. Ça veut dire que l'émetteur, FedPol dans le cas, ne peut pas vous tracer où vous êtes en train d'utiliser votre identité électronique parce que le vérificateur interagit avec le registre et qu'avec le registre. Donc, si on met les deux cycles de confiance l'un à côté de l'autre, on voit que, en fait, les deux marchent d'une manière très similaire. Alors, pour le cycle de confiance de l'identité électronique, nous avons besoin d'une infrastructure assez complexe et je vais vous la montrer sur le prochain slide. C'est une grande simplification, mais simplement pour vous donner un peu une idée, quels sont les systèmes qui sont nécessaires pour opérer ce genre de choses. Au niveau de l'émetteur, on a un service d'identité étatique, aussi un framework d'émission de la Confédération.
pour justement émettre les identités électroniques et aussi pour interagir avec les registres. Chez le titulaire, on a principalement le portefeuille électronique ou le wallet. J'imagine que la majorité de vous a déjà un portable avec un wallet de Apple ou Android. Au fin des comptes, c'est la même chose. Mais le portefeuille qui va être nécessaire pour l'identité électronique va être mis à disposition par la Confédération pour pouvoir opérer dans ce contexte. La Confédération va aussi mettre à disposition un système de copie de sécurité pour pouvoir sauvegarder l'identité électronique. Ça va pas être possible pour des raisons de sécurité. L'identité électronique va être toujours directement liée avec votre appareil. Ça veut dire dans le cas d'un achat d'un nouveau appareil ou dans le cas d'une perte ou d'un vol, vous ne perdez pas seulement l'appareil, mais aussi l'identité électronique. Et dans ce cas, il est nécessaire de refaire une nouvelle identité électronique. Nous croyons que l'émission d'une nouvelle identité électronique en ligne va être un processus assez simple et rapide qui peut être fait à la maison à n'importe quelle heure. Donc, nous croyons que cette inconvénience est justifiable vu la sécurité qu'on peut vous offrir avec ce mécanisme. Le système de copie de sécurité a une autre tâche, je vais vous parler de ça un peu plus tard. Au niveau du vérificateur, on peut s'imaginer qu'il y aura aussi une application pour la vérification. Peut-être vous vous souvenez encore de ce genre d'application dans le contexte de la pandémie. Ce genre d'offre, la Confédération va faire, mais il faut quand même se rendre compte que la plupart des transactions seront faites sur l'Internet et il ne serait pas nécessaire d'avoir une application sur un appareil. C'est plutôt un SDK, software, un module que nous allons mettre à disposition pour être intégré dans le back-end des plateformes, des sites Internet. Enfin, ça va être une partie de l'infrastructure qui va être plus ou moins toujours adaptée aux besoins des plateformes spécifiques. Il y aura aussi un service d'authentification AGOF. Si le temps me le permet, je vais vous parler en détail de ça à la fin. Mais de toute manière, au niveau du vérificateur, il y aura aussi des éléments à mettre à disposition par la Confédération. Au niveau du registre, jusqu'à maintenant, j'ai parlé simplement du registre tout court. En fait, nous allons faire une différenciation entre le registre de base et le registre de confiance. Pour le moment, ça ne doit pas vous préoccuper trop. Ce sont des différents niveaux de vérification des tiers comme des émetteurs et des vérificateurs. Si le temps le permet, je peux aussi parler encore un peu plus en détail sur les registres. Je crois que vous voyez déjà que cette infrastructure de confiance est assez complexe, elle est assez lourde, et dans ce contexte, le Conseil fédéral s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cette infrastructure de confiance? Est-ce que nous allons l'utiliser simplement pour émettre l'identité électronique ou est-ce que on va du coup la disponibiliser aussi pour d'autres choses? Pour faire une petite parallèle, c'est un peu comme si on pose la question, les autoroutes, elles sont que pour les autobus,
ou est-ce que aussi la police, l'ambulance, les pompiers et d'autres organes étatiques peuvent utiliser les autoroutes ou si les privés, les camionneurs, les touristes et ainsi de suite. Cette question a été posée aussi à la communauté dans une consultation informelle et il était assez clair que la plupart des participants et aussi le Conseil fédéral veut disponibiliser cette infrastructure de confiance à tout le monde. Et ça, on voit sur ce slide, nous avons 3 niveaux d'ambition. Sur le niveau d'ambition 1, nous avons simplement l'identité électronique. Dans mon autre exemple, ce seront les autobus, par exemple, de la Poste. Alors, sur le niveau d'ambition 2, nous avons d'autres preuves réglementées par l'État. Ça peut être un autre office fédéral, mais il est aussi imaginable que ce sont des cantons qui vont émettre des preuves électroniques d'autres types, pas d'une identité électronique, mais par exemple un registre de résidence, des diplômes, permis de conduire et ainsi de suite. Et aussi, les communes peuvent y participer. Donc, cette infrastructure de confiance va être mise à disposition aussi pour des organes étatiques de tous les niveaux fédéraux. Et aussi pour des entreprises, des associations, des organisations privées en général, qui peuvent aussi émettre des preuves électroniques comme carte de membre, une autorisation d'accès et d'autres applications. Donc, ceci est vraiment quelque chose qui est très important pour comprendre. Avec la nouvelle loi, oui, on va créer la base légale pour une identité électronique fournie par la Confédération, mais nous allons aussi créer la base légale pour une infrastructure de confiance qui va être mise à disposition pour les cantons, les communes et l'économie et l'industrie en général. Et on peut aussi dire que d'une certaine manière, avec cette infrastructure de confiance, nous créons encore une autre couche au-dessus de l'Internet commun, une couche technique qui va permettre d'échanger des données certifiées d'une manière sécurisée. Et j'imagine que dans le contexte actuel des fake news et d'autres problèmes plus ou moins agréables dans le monde numérique, cette infrastructure de confiance peut rendre encore des services assez importants à notre société. Ceci dit, ce modèle des 3 niveaux n'est pas seulement une théorie. Nous sommes déjà en train d'établir cet écosystème. Vous voyez ici sur niveau 1, naturellement, il n'y a que la Confédération parce qu'il y aura seulement une identité électronique, celle-ci fournie par la Confédération. Mais sur le niveau 2, nous avons déjà plusieurs cantons, des villes et communes qui sont en train de faire des projets de pilote, aussi d'autres agences ou offices fédéraux qui sont en train de se poser la question comment nous pouvons utiliser cette infrastructure de confiance. Et sur le niveau 3, qui se réfère à l'industrie, nous voyons qu'il y a déjà aussi un tas d'organisations et d'entreprises qui sont en train de créer des projets dans le domaine des transports, dans le domaine d'éducation et d'autres. Et j'espère, avec cette session cet après-midi, je suis capable d'encourager et motiver
d'autres entreprises, d'autres organisations privées d'y participer. Parce que il est nécessaire que ce écosystème commence à fleurir avec plusieurs plantes, animaux et ainsi de suite pour que ça soit vraiment un contexte intéressant pour tout le monde. Alors, avec cela, je boucle les questions plutôt techniques et je veux maintenant encore parler un peu du processus politique. Comme j'ai déjà mentionné, en ce moment, nous n'avons pas encore une base légale. Donc, le processus politique a comme objet de justement créer une telle base légale. J'imagine que la plupart ou tout le monde se souvient encore assez bien sur ce référendum qui a été lieu en mars 21, où la grande majorité de la population a rejeté la première loi sur l'identité électronique. La critique à l'époque était principalement que l'identité électronique aurait été émise par des entreprises privées et ne pas par l'État. Et la grande différence maintenant pour la nouvelle loi, naturellement, c'est que c'est la Confédération qui s'en occupe. Ok, donc ça c'était plus ou moins 2 ans, il y a 2 ans. Quelques jours après, on a eu 6 motions de toutes les fractions au Parlement, des motions identiques pour une identité électronique étatique et fiable. Ces motions ont passé et ont donné au Conseil fédéral et ainsi de suite à l'Office de justice, Office fédéral de justice, de préparer le nouveau projet de loi. On a eu en décembre 21 une première décision de principe par le Conseil fédéral, vous voyez la photo de l'époque, où justement le Conseil fédéral a décidé de disponibiliser l'infrastructure de confiance aussi pour les privés, aussi pour les cantons, aussi pour les communes. Et dans cette décision, il a aussi défini que l'architecture, comme je l'ai présenté à vous, cette architecture de autodétermination, self-sovereign identity en anglais, serait le principe qui structure l'architecture de notre identité électronique. Ensuite, nous avons eu la consultation publique sur l'avant-projet il y a exactement une année, jusqu'en octobre. On a reçu plus ou moins 120 positions, la grande majorité assez favorable, naturellement toujours avec des points et des détails spécifiques qui nous avons maintenant améliorés. Il y a eu que 3 positions qui étaient vraiment très négatives en ce qui concerne l'avant-projet. Et considérant justement ce retour dans la consultation publique, nous sommes assez optimistes que cette fois-ci, la loi correspond vraiment à la volonté générale de la Suisse. Mais naturellement, ça c'est encore un peu tôt pour vraiment l'affirmer, mais au moins les indications sont plutôt positives. En ce moment, nous sommes en train de finaliser le projet de loi. Si tout va bien, il va passer au Conseil fédéral à la fin de l'été, donc d'ici quelques semaines. Une fois qu'il a été approuvé par le Conseil fédéral, il passe au Parlement. Et ensuite, vu la division des pouvoirs, ce n'est pas à moi de faire des prévisions comment le Parlement va travailler, mais les indications qu'on a sont aussi plutôt favorables dans le sens que le Parlement veut avancer cette loi d'une manière assez efficace. Et considérant ce fait, on peut créer l'espoir de pouvoir lancer l'identité électronique au plus tôt en 2025.
c'est le moment le plus tôt possible pour que la loi entre en vigueur. Et puis, en parallèle, nous sommes en train de préparer les infrastructures techniques pour pouvoir ensuite aussi émettre d'une manière concrète ces identités électroniques. Alors, avant de finaliser, je vais vous donner encore quelques références où vous trouvez plus d'informations. Tout d'abord, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Normalement, nous envoyons deux cartes ou newsletter par mois. Donc, n'ayez pas peur, nous n'allons pas gonfler votre boîte aux lettres. Avec ce newsletter, vous êtes toujours au courant, vous recevez les invitations pour nos réunions de participation. Oui, donc c'est une recommandation de ma part. Sur le site eid.ch, vous trouvez des informations plutôt simplifiées sur le projet. Sur le site de l'Office fédéral de justice, vous trouvez toutes les informations sur la législation de l'identité électronique. Et comme j'ai mentionné, sur GitHub, nous sommes présents aussi avec plein de documentation, toutes les présentations, y inclut la présentation d'aujourd'hui, est disponible là-bas. Nous avons aussi pas mal de débats sur des questions plutôt techniques, organisationnelles, et tout le monde est le bienvenu et la bienvenue d'y participer aussi. Si vous voulez pas seulement lire et voir, mais aussi vraiment participer, il y a 3 possibilités en ce moment. On a lancé un sandbox public fin mars. Un sandbox, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement technique sécurisé, mis à disposition par l'Office fédéral de l'informatique et télécommunications, OFIT, où vous pouvez émettre et vérifier des preuves électroniques. C'est une technologie qu'on a choisie pour ces premiers tests. Et vous êtes vraiment très les bienvenus de le faire. Je dois vous avertir, c'est un processus un peu compliqué, donc ce n'est pas une chose que se résout dans 5 minutes. Donc, ce sandbox s'adresse principalement à des entreprises, des organisations, pas nécessairement des personnes privées, mais il y a une ou deux qui le font quand même et c'est parfait. Il y a encore des places disponibles pour y participer. Donc, dans ce contexte, nous avons déjà appris beaucoup, aussi les autres participants. Je pense que ça vaut vraiment la peine parce que on ne peut pas seulement mieux comprendre la technologie, mais aussi les processus, les questions de privacité et ainsi de suite. C'est vraiment une bonne préparation pour le lancement de l'identité électronique plus tard, j'espère, en 25. Dans le contexte de l'anniversaire de la Constitution fédérale, nous avons lancé un petit concours de dessin pour les enfants. C'est aussi sur le site eid.ch. Si vous avez des enfants ou dans votre alentours, n'hésitez pas de les motiver pour participer dans ce concours. Et finalement, j'ai déjà mentionné les réunions de participation qui normalement ont lieu le premier jeudi du mois, comme aujourd'hui. Normalement, ce sont des sessions où nous parlons d'une manière assez spécifique des actualités du projet, soit au niveau de la législation, soit au niveau de la technologie. Assez souvent, nous avons aussi des intervenants externes, soit des représentants des entreprises, des autres autorités ou même de l'étranger, qui abordent des questions pertinentes pour l'identité électronique. C'est une possibilité de rester au courant sur l'identité électronique d'une manière assez efficace.
La prochaine réunion participative en septembre sera hybride. Ça veut dire que c'est pas seulement 2 heures dans l'après-midi, mais toute la journée. Vous êtes invités à nous joindre à Oberzollikofen près de Berne. Et pendant toute une journée, la grande communauté de l'identité électronique va discuter des questions liées à l'identité électronique. Ça, c'est le 8 septembre, un vendredi. Et avec ceci, j'arrive au bout de mes slides et de mes commentaires que j'ai préparés. Maintenant, je suis encore à votre disposition pour des questions. Peut-être Philippe, il y a des questions? Non? OK. Bon, vu l'heure et le temps quand même assez agréable, il me semble que vous êtes déjà satisfait, ce que je comprends. Je vous prie encore une fois de m'excuser pour les problèmes techniques au début, mais j'espère que la session vous a apporté quelque chose. Et j'espère encore en plus de vous revoir dans une autre réunion participation, soit en ligne ou en personne en septembre à Oberzollikofen. Bon, Rolf, Serge Kottmann de la TSAS à Genève. J'aurais quand même une question. Oui, volontiers. Bonjour. Juste, bonjour. La TSAS, Zentrale Ausgleichsstelle à Genève, on paye les rentes des Suisses et des étrangers qui ont travaillé en Suisse et qui sont au bénéfice de leur rente, mais à l'étranger. Donc pour les Suisses, il n'y a pas de problème d'avoir cette identité électronique, mais le Oui. maçon, le médecin, l'architecte, l'ingénieur qui a travaillé ici 10, 15 ans et qui retourne dans son pays d'origine n'est pas suisse et pourtant il est un client de chez nous. Donc on aurait une partie de nos clients qu'on pourrait identifier avec l'EID, mais pas tous les clients. Est-ce qu'il y a une chance que ça soit aussi accessible à ce genre de personnes qui ont quand même un lien fort avec la Suisse, ils y ont travaillé plusieurs années, mais qui ne sont pas suisses? Je comprends parfaitement ta question. Alors, je crains que, au moins un peu, je dois de rendre déçu parce que on a justement décidé de émettre des identités électroniques seulement à des personnes qui ont déjà un document d'identification émis par une autorité suisse. Et naturellement, des gens qui ont passé un bon moment en Suisse, mais qui sont retournés ou simplement émigrés et n'habitent plus en Suisse et ne sont pas des Suisses. Ça, c'est vraiment important. Les Suisses, à l'étranger, aucun problème pour eux d'avoir une identité électronique, mais vous êtes des étrangers qui n'habitent plus en Suisse et qui n'ont pas un passeport suisse et qui n'ont pas un carte de séjour suisse, eux ne peuvent pas obtenir une identité électronique. Mais je pense on devrait parler une fois d'une manière bilatérale parce que je comprends que c'est un besoin de vous et je sais aussi que le numéro de ce genre de personnes est assez élevé. Donc, du coup, on peut s'imaginer que le TSAS émet une preuve électronique à ce genre de personnes. On va penser sur le processus, comment ça pourrait fonctionner, mais ça va pas être l'identité électronique comme je l'ai présenté aujourd'hui et comme elle va être émise par la Confédération. C'est, j'imagine, pas très satisfaisant pour toi, mais malheureusement, ça va être le démarche. Moi, c'est clair, mais si on pouvait faire une solution pour nos clients étrangers, même solution spéciale qui se baserait sur ce Oui, que vous êtes en train de faire, moi, ça me convient parfaitement. oui, On paye plus d'1 million de rentes à l'étranger quand même, hein.
Plus qu'1 million de personnes à l'étranger, oui. 1 million de rentes, mais là-dedans, ils ne sont pas tous des étrangers qui n'ont pas de papier, hein, pas de papier suisse. Je ne sais pas combien sont des Suisses et Oui, combien sont des oui. étrangers. OK. Alors, Mais je prendrai contact avec vous, hein, OK? OK, parfait. Oui, volontiers. Donc, merci pour cette question. Et j'espère que ça va aboutir à une autre preuve électronique émise par le TAS à Genève. Je pense que ça serait bien possible et nous allons bien sûr vous donner du support dans ce contexte. Y a-t-il encore d'autres questions? Ou, je, je boucle. Donc, il me semble qu'on peut s'arrêter ici. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention. Merci aussi pour la question. Et je vous souhaite encore une bonne soirée. Au revoir.